Et on poursuit avec notre partenaire du lundi, Régis Le Sommier. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci Liselotte, bonjour à vous. Vous nous Euh, aviez manqué, ça fait 2 semaines qu'on vous oui, avait oui, pas ça vu. fait 2 semaines, mais me voilà de retour, je Bon, suis on était ravi. content d'être avec Charles Danjou. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces 2 entretiens qu'on a menés avec lui sur YouTube, chers auditeurs. On va parler de Zelensky aujourd'hui, donc de ce scandale de corruption qui arrange bien les États-Unis, Régis. Absolument. Alors, je vais vous parler effectivement de ce scandale de corruption, mais comment les Américains l'ont permis, vous allez comprendre pourquoi, et entendent désormais l'instrumentaliser pour obtenir leur négociation, pour pousser cette négociation. Mais avant, laissez-moi vous dire 2 mots sur ce qui risque de se passer cette semaine à Moscou. Alors, d'après le quotidien britannique The Telegraph, Trump va reconnaître la souveraineté russe sur des territoires ukrainiens. Alors, ce point sera même l'objet principal de la visite donc cette semaine à Moscou de l'émissaire pour l'Ukraine Steve Witkoff et d'une délégation, et ça c'est important, dont fera également partie Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Alors, Kushner, Witkoff ensemble, ça nous rappelle le format Sherm-el-Sheikh, faut pas l'oublier, sur Gaza, c'est-à-dire à la fin de la négociation, Jared Kushner arrive, il termine les négociations en général. Ce n'est pas une garantie que la négociation sera terminée cette semaine à Moscou, mais en tout cas, ça montre qu'on est bien parti pour obtenir, on va dire, il va y avoir un événement probablement qui va se passer. C'est un signe que le président américain est prêt à aller assez loin pour obtenir la paix en Ukraine. Une source à Washington citée par le Telegraph assure que Trump s'en fiche de la position des Européens et des Ukrainiens dans cette histoire et qu'ils peuvent, selon lui, faire ce qu'ils veulent. Alors de son côté, le président russe Vladimir Poutine a affirmé comme un écho à un deal en passe d'être conclu que l'un des points principaux des négociations concernait justement la reconnaissance par les États-Unis des territoires de Crimée et du Donbass, c'est-à-dire des oblasts de Donetsk et Lugansk. Premier document préparé par Steve Witkoff et Kirill Dmitriev faisait déjà part, vous savez, le plan en 28 points faisait déjà la part belle à cette reconnaissance, ainsi que les régions de Kherson et Zaporizhzhia, simplement dans les limites des conquêtes déjà accomplies par les Russes. Il s'opérerait dans ces zones une forme de gel du front. Alors cette reconnaissance du Donbass et de la Crimée est donc clé dans la négociation, même si, et c'est ça le problème, la constitution ukrainienne interdit toute cession de territoire national. Avant de remettre sa démission, dans le scandale de corruption qui le touche, le tout-puissant chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, qui devait initialement se rendre ce week-end à Mar-a-Lago en Floride, une délégation y est allée à sa place pour négocier avec Marco Rubio, a précisé qu'aucune personne ayant toute sa salubrité mentale ne devrait signer un accord qui cède des territoires. Il a aussi précisé que tant que Zelensky sera président de l'Ukraine, cela n'aura pas lieu. De son côté, la coalition des volontaires, qui était réunie autour d'Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, a réaffirmé que les frontières ne devaient pas être changées par la force et qu'il s'agissait pour elle d'un principe fondamental. Alors cette attitude jusqu'au boutiste des Européens est sans doute aussi à l'origine du désintérêt que Trump affiche à leur égard et de sa volonté de négocier seul avec les Russes en dépit de la contre-proposition travaillée à Genève avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cependant, cette issue semblait évidente. Steve Witkoff, on a entendu la semaine dernière qu'il a eu une conversation avec Yuri Utchakov, qui est le principal conseiller international de Vladimir Poutine, en octobre. Et cette partie de conversation qui a fuité dans la presse ne révèle pas vraiment des secrets d'État. Witkoff explique néanmoins à son homologue la manière de réussir une conversation avec Donald Trump. Ça montre bien que les États-Unis sont intéressés à obtenir des résultats avec la Russie et se contrefichent de ce qui peut arriver à l'Ukraine et aux Européens dans cette histoire. Le tollé qui a suivi la fuite de cette conversation est sans commune mesure avec la nature de l'échange. Que des diplomates finissent par avoir des liens amicaux lorsqu'ils passent parfois plus de temps ensemble qu'avec leur propre famille n'a rien de choquant en soi, mais face à un camp européen en mal de prise pour se raccrocher à l'histoire qui s'écrit sous la plume de Trump, c'était une aubaine. Alors chez nous, évidemment, les habituels zélateurs de la poursuite du conflit, chez LCI, entre autres, en profitent pour ressortir leur vieille lubie sur Trump, qui serait, depuis le départ, un agent du FSB.
toute la panoplie des frustrés de l'Ukraine qui, depuis bientôt 4 ans, annonnent la défaite de la Russie et se prennent en ce moment le mur du réel en pleine face, était de sortie. À noter au passage qu'en dehors de certains reporters, presque aucun de ces protagonistes des chaînes info n'a eu la décence ni fait la preuve de la plus petite marque de respect en allant rendre visite en Ukraine aux soldats dont ils exaltent la bravoure à longueur d'antenne. Ils sont bien au chaud sur leur tabouret à parler de la guerre. Je ne leur demande pas d'aller sur le front, mais simplement dans les régions où ça se passe, ils en ressortiraient grandis et pour une fois dans leur vie, ils feraient du journalisme. Là-dessus, le scandale de corruption qui éclabousse l'équipe Zelensky et le président lui-même, avec la démission de Yermak, vient à point nommé pour l'affaiblir. Certains ont oublié que ces deux agences anticorruption, NABU et SAPO, donc NABU, bureau d'enquête anticorruption, et SAPO, le volet lié au parquet ukrainien, le volet judiciaire, ont été créés à la demande des Américains. Si les enquêteurs étaient ukrainiens, NABU dispose d'un bureau du FBI dans ses locaux. Et quoi qu'on en dise sur l'indépendance de ces agences, ce sont bien les Américains qui pilotent. Après le ministre de la Justice, celui de l'Énergie, le conseiller à la Sécurité, c'est maintenant donc le chef de cabinet de Zelensky qui tombe pour un scandale de corruption potentiellement plus important encore. On n'en connaît pas encore toutes les ramifications. Une corruption, justement, qui aurait des ramifications jusqu'en Europe, nous laisse-t-on entendre, chez des dirigeants européens. Donc Zelensky et Yermak étaient parfaitement conscients de ce qui se tramait lorsque le 22 juillet dernier, ils ont annoncé que ces deux agences seraient purgées des agents russes planqués à l'intérieur. Alors en Ukraine, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il est russe. Les Ukrainiens étaient massivement descendus dans la rue, on s'en souvient, pour défendre l'indépendance des agences. L'ONG Transparency International avait dit à l'époque que l'intention de Zelensky était en réalité de mettre un terme sur les enquêtes touchant les plus hautes personnalités, dont ses proches. Aujourd'hui, et même avec l'aide des Européens, Zelensky ne semble plus en mesure de dire non à Trump, et ce n'est pas la visite qu'il rend aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui aura une quelconque influence sur les négociations. Merci Régis pour cet édito et on continue d'en discuter avec Richard Dessèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Régis. Vous nous disiez que NABU et SAPO étaient des créations américaines en quelque sorte, puisque donc le FBI a ses bureaux installés en Ukraine. On voit bien que cette question de la corruption du gouvernement ukrainien, dont on parlait beaucoup avant la guerre, revient comme argument en fait de négociation de corridor, en expliquant que la stature courageuse que Zelensky a gagnée, et effectivement, voilà un histrion qui s'est transformé en chef de guerre, à qui on a proposé de quitter le pays, qui a préféré rester. Donc indépendamment, il y a indéniablement un courage. Et on sent que le fait de l'attaquer sur la corruption est une bonne manière en fait de fragiliser sa posture, de faire en sorte que cette stature d'homme courageux soit un peu maculée de boue. Et est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est intelligent ? Est-ce que surtout, indépendamment de la France, c'est un discours qui prend à l'international ? Mais c'est le discours qu'ont les Américains, alors que ça prenne à l'international, que ça plaise aux uns et que ça déplaise aux autres. Je crois que Trump et son équipe s'en fichent royalement. C'est le moyen qu'ils ont trouvé, et ils l'ont depuis longtemps, parce que, je vous dis, la tentative du 22 juillet dernier de mettre ces agences sous la coupe présidentielle, elle ne vient pas par hasard. Zelensky se doutait de ce qui allait lui arriver. C'était pas une question de est-ce que ça allait sortir, c'est la question de quand ça allait sortir. Or, le problème, c'est que ça sort pour lui à un moment extrêmement délicat, à un moment où son armée est en repli, à un moment où finalement l'Ukraine ne trouve plus de troupes pour aller faire sa guerre, où Zelensky récemment, n'oublions pas, a ouvert les frontières qui étaient fermées jusqu'à présent aux hommes ukrainiens, et c'est 100 000 jeunes qui ont quitté l'Ukraine d'un coup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en dehors, on va dire, des groupes les plus motivés, type Azov, qui est en train d'ailleurs d'irriguer totalement l'armée ukrainienne et de la transformer, en dehors des jusqu'au boutistes, on va dire, il y a peu de gens en Ukraine qui ont envie de continuer cette guerre. Les sondages le montrent. C'est pas des sondages, 69% des Ukrainiens, d'après Gallup, c'est pas moi qui le dis, c'est une agence
c'est une agence de sondage américaine reconnue, souhaite arrêter cette guerre. Donc aujourd'hui, le contexte pour Zelensky est très mauvais et l'argument principal de la corruption refait surface. C'est un outil que les Américains trouvent pour essayer de le contraindre justement à céder ses territoires. C'est la partie la plus difficile. Il y a en fait pour résumer si vous voulez ce qui est en train de se passer dans les négociations, il y a 2 points principaux. Il y a plein, ensuite la taille de l'armée ukrainienne, adhésion à l'OTAN, refus de l'adhésion à l'OTAN, article 5, mais pas adhésion à l'OTAN, adhésion à l'Union européenne. Bref, il y a tous les points qu'on peut discuter, mais les 2 points principaux qui pourraient donner, à mon sens, faire l'objet d'un échange d'une certaine façon, c'est cession territoriale pour la Russie et pour l'Ukraine, garantie de sécurité absolue de la part des États-Unis, des Européens, ça va de soi, mais surtout des États-Unis et de façon durable, de façon à ce que l'Ukraine conserve la souveraineté sur les territoires qui lui restent et qu'elle continue à exister en tant que nation. C'est ça le point principal. Alors, les 2 ne sont pas forcément corrélés, elles sont négociées, on va dire, indépendamment, mais on sent bien que la pierre d'achoppement et ce qui pourrait permettre à la négociation d'avancer et d'avoir du résultat serait que d'un côté, l'Ukraine accepte de céder ses territoires et de l'autre que la Russie accepte que l'Ukraine ne puisse plus être envahie, agressée, que l'Ukraine soit une nation souveraine à ses frontières, qu'elle rentre dans l'Union européenne, mais ça, Vladimir Poutine a déjà dit que c'est pas un problème pour lui. Donc voilà le principal nœud du problème pour ces négociations. Alors, il y a cette cession territoriale et il y a aussi, à travers cette affaire de corruption, quelque chose que vous avez esquissé, qui est le fait qu'il n'y a pas que Zelensky et son entourage qui seraient corrompus, plutôt l'entourage de Zelensky qui serait corrompu. Il y a aussi des hommes politiques européens, ça tombe bien. On vient d'expliquer que Boris Johnson aurait reçu 1 million d'euros en 2022. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle ? Est-ce que c'est une nouvelle ? Est-ce que c'est une infox ? Alors, c'est une nouvelle que je crois dont on avait déjà parlé. Ça avait déjà été suggéré. Apparemment, c'est le cas, c'est confirmé. Maintenant, moi, j'attends ce qui va se passer parce que là, on sent que avec ces 2 agences, on va prendre les 2 agences en tant que telles, c'est quand même des Ukrainiens, les auditeurs ou les enquêteurs pour regarder les comptes, éplucher tout ça, ce que ça va donner jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour le moment, on sent que ces agences en ont encore sous le pied. C'est-à-dire que la démission d'Yermak n'est pas consécutive à des accusations. Sa maison a été perquisitionnée le 28 novembre. Les enquêteurs sont sortis avec un certain nombre de documents, mais rien ne lui a été on va dire, reproché directement pour le moment. Et il a choisi de démissionner. Et une chose importante, il a dit « je vais aller au front ». Alors c'est très courageux de sa part, c'est pas un homme effectivement qui se débine, on le sait, c'est quelqu'un de craint, de respecter, et qu'il aille prendre la position d'un soldat sur la ligne de front, c'est très courageux. Mais en Ukraine, quand on est soldat, on peut échapper à la justice aussi aujourd'hui. Donc c'est aussi une façon de ne pas être poursuivi directement. Parce qu'on sent très très bien que c'est lui qui a organisé, c'est lui qui a orchestré depuis très longtemps toutes ces affaires de corruption. Alors le problème, ce qui est un peu choquant dans cette histoire, c'est que il s'agissait de détourner des fonds, de faire des braquages comme le faisait Staline pour le parti bolchevique, pour la cause, on peut toujours dire on fait ça pour la cause, mais là il s'agit quand même d'amputer l'Ukraine d'une partie de l'aide que lui donne l'international pour défendre la nation. C'est ça qui est extrêmement choquant dans le cas de Yermak et quelque part dans le cas de Zelensky, parce que, pardonnez-moi, on peut douter du fait que Zelensky n'était pas au courant de tout ça. Il a quand même 3 ministres qui sont corrompus, son chef de cabinet qui faisait office de Premier ministre en fait, bis qui contrôlait tout. Et Zelensky aujourd'hui se retrouve dans une position où cette pièce, ce rouage fondamental de son équipe n'est plus là. C'est quelque chose de tout à fait neuf, je trouve, dans l'histoire des conflits, que ces accusations de corruption viennent faire irruption au milieu d'opérations militaires engagées, de négociations diplomatiques. Dans l'histoire, généralement, on apprend 4, 5, 10 ans, 20 ans après qu'en fait, il y avait des boules puantes, mais
On n'en faisait jamais état pendant la guerre 39-45, pendant tout le 19e, quels que soient les conflits au 20e siècle. Ces histoires de corruption n'étaient jamais étalées au moment où les soldats étaient en train de mourir sur le front. Oui, mais pardonnez-moi, mais Zelensky est souvent comparé à Churchill. Je ne crois pas que Churchill ait été jamais accusé de détourner de l'argent destiné aux soldats à ses fins propres et aux fins de ses amis. On ne sait même pas si le fait de comparer à Churchill est véritablement quelque chose de particulièrement laudatif. En tout cas, ça a été fait. Il y a des gens qui n'ont pas hésité à le faire, le leader, etc., celui qui est l'homme de la situation. Et il l'a été indéniablement depuis l'époque où il a dit à Joe Biden « Je n'ai pas besoin d'un avion pour partir, mais j'ai besoin de plus d'armes ». Là, oui, il y a eu la phrase historique, on va dire, la phrase qui a sonné la résistance ukrainienne. De ce point de vue-là, il est impeccable. Maintenant, tolérer ou être acteur d'une ponction de l'aide internationale ou de magouilles dans le domaine de l'énergie, parce qu'il y a ça aussi. Énergie, c'est encore plus choquant, parce que le problème de l'Ukraine, qui rentre dans son 3e année d'hiver, c'est que les Russes ciblent le secteur de l'énergie, et qu'a fait Yermak? Il a obtenu la démission du type qui a permis jusqu'à présent que ce secteur de l'énergie continue vaille que vaille à alimenter les Ukrainiens en énergie. Donc vous comprenez que la popularité d'Yermak en Ukraine, elle soit au minimum. Pendant la protestation d'ailleurs des Ukrainiens le 22 juillet, parce que personne n'a fait très attention à ça, Zelensky était, on va dire, relativement épargné, même si c'est lui qui a initié le mouvement pour mettre sous sa coupe Nabu et Sapo. Les pancartes et les slogans étaient anti-Yermak. C'était Yermak dégage, Yermak va te faire foutre. Voilà ce que disaient les Ukrainiens. Donc voilà, on sait que c'est l'éminence grise, c'est lui qui a mis en place ça. Et aujourd'hui, voilà, oui, qu'on soit... mais le pire, c'est que là, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Enfin, on commence à subodorer aussi des affaires de corruption dans le secteur de l'armement. On s'en doute. Le New York Times, il y a 3 semaines, a sorti un papier expliquant, dans lequel il a décrypté les audits qui ont été menés par une agence sur les transactions pour le ministère de la Défense ukrainienne. Et il a noté une pratique courante en Ukraine, je ne vais pas tout détailler, mais une pratique courante en Ukraine dans le domaine de l'armement, c'est que quand il y a un appel d'offres pour se procurer des armes, eh bien, l'Ukraine choisit systématiquement celui qui répond, qui demande la somme la plus importante. Voilà. Ce qui paraît effectivement contre-intuitif. C'est pas en soi une preuve qu'il y a corruption, mais quand ça se passe sur des centaines de contrats, je vous laisse deviner ce que ça peut signifier. Voilà. On peut penser qu'il c'est le New York Times qui dit ça, c'est pas moi, ni un blog, ni quoi que ce soit. Voilà, ce n'est pas un journal russophile, c'est un journal que Macron est prêt à labelliser information vraie, c'est bien simple. Je précise parce que dans ces domaines-là, souvent, en fait, il suffit de lire la presse internationale et on se comprend. Je vous citais le Télégraphe tout à l'heure. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal aussi, tous ces médias qui ne sont pas du tout pro-Trump, mais qui sont à la recherche de la vérité, nous informent largement sur ce qui se passe, beaucoup plus que ce que beaucoup de médias, hélas, chez nous. Alors, ces négociations, on a l'impression qu'elles vont enfin aboutir parce que... chaque fois qu'un plan de paix a été proposé, il y a eu une contre-proposition européenne, il y a eu des déclarations européennes. Il y a encore deux semaines à peine, on expliquait qu'on allait acheter plusieurs centaines d'avions à la France et à la Suède pour faire la guerre, avec un argent dont aujourd'hui on se demande à quoi il pourrait être bien employé. Il y a une accélération en quelque sorte. Et est-ce que c'est Trump qui réussit enfin à imposer la paix? Est-ce que c'est Poutine qui se rend compte qu'il est au bout de ce qu'il est capable de dévorer de l'Ukraine? Est-ce que c'est le bon moment pour un parti comme pour l'autre? Je pense qu'il y a des signes, on va dire, sur l'Ukraine, je les ai déjà décrits, ces signes qui montrent que l'Ukraine, on a compris, elle est à genoux, voilà, donc c'est pas le moment. Et les Américains, surtout, une dernière information, c'est que les Américains ont compris que de toute façon, ce que Poutine revendiquait, tôt ou tard, il l'aurait par la force. Donc, le deal qu'il propose aux Ukrainiens, c'est d'éviter d'avoir, dans 6 mois,
à refaire un autre deal dans une situation encore pire. C'est ça le point qui fait que les Américains aujourd'hui poussent sur l'accélérateur. Maintenant, du côté de Poutine, il peut très bien continuer. Il a les hommes, il a le matériel, mais il a aussi une économie russe qui commence à atteindre, on va dire, qui a donné des signes de surchauffe. Les taux directeurs de la banque centrale sont à 17, ce qui est énorme, et c'est un frein énorme à l'investissement, d'autant que on sent bien que la Russie est prête à s'ouvrir vers l'international, qu'il y a des signes, notamment avec les Américains, de retour du business, et il y a un besoin, voilà, on va dire, de stimuler la machine avec des taux pareils. C'est très très difficile d'emprunter, et là vous êtes dans une situation où la Russie connaît de facto de l'inflation, même si sa situation n'est pas catastrophique, et même si elle l'était, la Russie, on le sait, a une certaine résilience, une certaine capacité, on va dire, de continuer à... Et là aussi, Poutine fait le pari que l'Ukraine, si la situation perdure, que l'Ukraine tombera avant son économie. En fait, il fait un pari. Il se dit, je pense que au niveau chronologique, l'Ukraine tombera avant que l'économie russe ne s'effondre. Pour le moment, elle ne s'effondre pas. On est avec 0,9% de croissance pour l'année 2025, à rapporter à l'année 2024 et 2023, où la croissance était de 4%. Donc là, il y a un frein manifeste de l'économie russe, et ça c'est un argument qui, quand Poutine ordonnera la baisse des taux de la banque centrale russe, eh bien à ce moment-là ça signifiera sans doute que on est proche de la fin de la guerre. Voilà. Alors, on est proche de la fin de la guerre. Mais malgré tout, on a l'impression que Poutine a cette culture soviétique un peu jusqu'au-boutiste, où à chaque fois que des succès sont engrangés, ils ont l'impression que ces succès seront ininterrompus. Et on a bien vu... aux différentes crises internationales auxquelles l'URSS a donné lieu ou qu'elle a accompagné, qu'à chaque fois, il a fallu attendre le moment où enfin la vérité se dévoilait, que non, on ne pourrait pas imposer des missiles à Cuba, que non, en fait, l'ensemble des révolutions n'aurait pas lieu. Et on a l'impression que là, Poutine est quand même parti... en se croyant vainqueur jusqu'au bout, vous le dites vous-même, c'est un pari qu'il fait, alors que... Non, je dis c'est un pari s'il ne devait pas y avoir, on va dire, de mesures de négociation sur les bases desquelles les Russes seraient satisfaits. C'est-à-dire que la première proposition, les 28 points, a été accueilli favorablement par Vladimir Poutine. Ensuite, il y a eu le travail à Genève de Marco Rubio et des Européens. Des 28 points, on est passé à 19. Notamment, un des points qui est passé à la trappe, c'est la réinstauration de Vladimir Poutine et de la Russie dans le G8. Ça, c'était un des points qui étaient proposés dans les 28 premiers points. Très favorable aux Russes, mais contrat type un peu à l'américaine, avec des clauses d'annulation du contrat si une autre clause n'est pas respectée. Un contrat de business, pratiquement. Et il faut voir aussi les choses de cette façon. La façon dont abordent les États-Unis la crise ukrainienne, c'est dans l'idée de se faire de l'argent. C'est absolument immoral, je vous l'accorde, mais de toute façon, dans la situation actuelle, la position américaine est totalement immorale aussi, puisqu'elle fait payer à l'Europe une guerre qu'elle a quand même largement participé, à laquelle elle a largement participé, voire contribué à démarrer avec l'extension de l'OTAN vers l'Est. Donc la posture américaine n'est que affaires, négociations, business. Et c'est en ce sens où Trump pense qu'il gagnera plus encore s'il s'entend avec la Russie et si... De toute façon, il va s'entendre avec la Russie. C'est là où on est souvent, on continue à raisonner avec des schémas anciens où les États-Unis piloteraient le monde occidental. C'est fini, c'est complètement fini. Donc à nous de récolter les morceaux, de voir ce qui va se passer et peut-être d'éviter de continuer des postures qui étaient peut-être logiques jusqu'à l'arrivée de Trump au pouvoir, mais qui aujourd'hui, au vu de l'état de la guerre en Ukraine, sont nulles et non avenues.
Alors, une dernière question, 2 minutes pour y répondre. Emmanuel Macron a fait de son soutien à l'Ukraine son étendard à l'international. Est-ce qu'il a intérêt, lui, à ce que la guerre continue? Un peu plus que du soutien à Boualem Sansal, par exemple. Oui. Ouais. Bah, c'est Emmanuel Voilà. Macron, hein, c'est sa pomme avant celle de la justice et de la vérité. Quand c'est des mots, ça va, quand on se paye de mots. Quand il s'agit d'aller au charbon et de vraiment faire de la diplomatie, il n'y a personne. Et est-ce que Emmanuel Macron va continuer à jouer les empêcheurs de tourner en rond et les troubles faits et réussir à aller jusqu'en 2027, ou est-ce que 2026 marquera la fin de cette carte macronienne? Moi, je pense que Emmanuel Macron, Keir Starmer et surtout Friedrich Merz, qui est quand même on va dire, le poids lourd dans l'histoire. Le poids lourd européen, c'est l'Allemagne. Si l'Allemagne est du côté de l'Ukraine, si l'Allemagne continue à soutenir la guerre en Ukraine, Zelensky, jusqu'à présent, pouvait réfléchir et se dire, oui, peut-être qu'il y a une chance, d'abord financièrement, en premier lieu, ensuite au niveau de l'armement, que l'Ukraine continue et puisse, on va dire, se battre. Aujourd'hui, là, je crois que si on ajoute aussi à la corruption révélée, l'état de l'armée ukrainienne, l'état d'avancée des Russes, pas tellement dans le Donbass, parce que là, on est face à des forteresses installées que l'Ukraine a extrêmement bien, on va dire, manœuvré, enfin en tout cas des points sur lesquels elle s'accroche toujours. Le Donbass étant une géographie particulière, compliquée, faite de collines, de villes encaissées, etc., très difficile à conquérir. Et puis ces forteresses, elles existent depuis 2014. Mais quand on regarde sur d'autres secteurs du front, ce qui est en train de se passer, en particulier autour de la ville de Goulaïpol, c'est-à-dire dans l'oblast de Zaporijjia, là, les Russes avancent de façon beaucoup plus nette. Vous me rétorquerez que dans un relief plutôt plat, les drones ukrainiens, dans lesquels les drones, le domaine des drones dans lequel les Ukrainiens conservent, on va dire, pas une supériorité, mais au moins une performance extrême, seront plus faciles à manœuvrer en plaine que dans un relief encaissé. Ça peut peut-être permettre aux Ukrainiens de freiner l'avancée des Russes. Mais de toute façon, il n'y a plus d'endroits où quasiment, dans quelques zones où l'armée ukrainienne avance, et c'est de quelques kilomètres carrés. La Russie, c'est chaque mois plusieurs centaines de kilomètres carrés désormais. Voilà, donc tant pis pour Macron, il va être obligé de trouver autre chose. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, et à la semaine prochaine. Merci.